Imaginez ceci. Vous faites défiler les réseaux sociaux, regardant les moments forts de vos amis, réunions entre amis, aventures du week-end et relations sociales. Pendant ce temps, vous êtes assis seul, vous demandant ce qui ne va pas chez vous. Pourquoi tout le monde semble naviguer sans effort dans le monde social alors que vous restez en marge? Et si je vous disais que le fait de ne pas avoir d'amis pourrait en réalité révéler quelque chose de profond sur votre évolution psychologique? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la perspective révolutionnaire de Carl Jung sur la solitude et sur ce que cela signifie réellement lorsque quelqu'un se retrouve sans amis proches. Il ne s'agit pas simplement d'une énième discussion sur la manière de se faire des amis. Il s'agit de comprendre les forces psychologiques cachées qui agissent dans votre vie et pourquoi votre isolement apparent pourrait être la clé pour révéler votre moi le plus authentique. Jung pensait que tout ce que nous vivons à l'extérieur reflète notre état psychologique intérieur. Ainsi, lorsqu'une personne se retrouve systématiquement sans amis, il y a toujours une histoire plus profonde qui se cache sous la surface. Explorons ce que cette histoire pourrait vous révéler sur votre cheminement vers la plénitude. Le monde moderne nous enseigne qu'il est essentiel d'avoir des amis pour être heureux et reconnus socialement. Nous mesurons notre valeur à l'aune de nos relations sociales, de nos projets pour le week-end, de notre capacité à nous intégrer aux autres. Mais que se passe-t-il lorsque tout ce cadre s'effondre? Lorsque vous avez véritablement du mal à nouer ou à entretenir des amitiés, la société vous qualifie rapidement de déficit, d'antisocial ou, d'une manière ou d'une autre, de brisé. Jung aurait fortement désapprouvé cette interprétation superficielle. Il considérait la solitude non pas comme un échec personnel, mais comme une porte potentielle vers une profonde découverte de soi. Lorsque le bruit extérieur de la reconnaissance sociale disparaît, quelque chose de remarquable se produit. Vous êtes obligé de vous confronter à la seule personne à laquelle vous ne pouvez jamais échapper, vous-même. Pensez un instant à votre enfance. De nombreux adultes qui ont du mal à nouer des amitiés portent en eux des blessures invisibles datant de leur plus jeune âge. Peu étaient-ils des enfants qui se sentaient invisibles, ignorés ou incompris par leurs parents ou tuteurs. Lorsqu'un enfant voit son monde émotionnel constamment rejeté ou invalidé, il intériorise la conviction dévastatrice que sa vie intérieure n'a aucune importance. Cela devient le fondement de relations adultes basées sur la dissimulation, le masquage et la comédie plutôt que sur des liens authentiques. L'expérience du rejet crée un autre schéma psychologique puissant. Lorsqu'une personne a été exclue, ridiculisée ou abandonnée, son psychisme développe des mécanismes de protection. C'est comme si l'âme disait « Si je ne me rapproche de personne, je ne pourrai plus être blessé ». Cet isolement protecteur n'est pas une faiblesse. C'est en fait une réponse psychologique intelligente à un traumatisme émotionnel. Mais c'est là que les idées de Jung deviennent vraiment fascinantes. Parfois, l'absence d'amitié n'a rien à voir avec des déficits sociaux ou des blessures passées. Elle reflète plutôt une différence de niveau de conscience. Il existe des individus dont le monde intérieur est si riche, si profond, si complexe qu'ils ne peuvent tolérer les conversations superficielles ou les interactions sociales insignifiantes. Ils recherchent inconsciemment quelque chose de rare dans notre culture, des liens authentiques au niveau de l'âme. Ces personnes se sentent souvent comme des extraterrestres dans un monde obsédé par les réseaux superficiels et les relations sociales informelles. Elles préfèrent être seules plutôt que de s'engager dans des conversations qu'elles trouvent vides ou inauthentiques. Leur solitude n'est pas une punition, c'est en fait leur psychisme qui les protège des relations qui diminueraient leur profondeur spirituelle et émotionnelle. Jung nous a présenté le concept d'archétype,
des modèles universels qui existent dans l'inconscient collectif. L'un des archétypes les plus puissants est celui de l'ermite, le sage qui se retire de la société pour entreprendre un voyage intérieur vers la vérité et l'illumination. Cet archétype apparaît dans toutes les cultures et traditions spirituelles, des pères du désert aux moines bouddhistes, en passant par la carte de tarot représentant l'ermite portant une lampe dans l'obscurité. Lorsqu'une personne se retrouve constamment seule, elle peut incarner inconsciemment ce modèle archétypal. Son isolement n'est pas le fruit du hasard, il s'inscrit dans un processus psychologique plus profond que Jung a appelé individuation, le cheminement vers la découverte de son moi authentique, plutôt que d'une copie de ce que les autres attendent de vous. L'archétype de l'ermite nous enseigne que certaines des découvertes les plus importantes de la vie ne peuvent être faites que dans la solitude. Lorsque vous êtes constamment entouré d'autres personnes, que vous répondez sans cesse aux attentes extérieures et aux pressions sociales, vous n'avez jamais l'occasion d'entendre votre voix intérieure. La solitude crée l'espace nécessaire pour que ce dialogue intérieur essentiel puisse enfin émerger. Mais ce processus n'est pas facile. Lorsque les distractions de la vie sociale disparaissent, vous vous retrouvez face à ce que Jung appelait votre ombre, c'est-à-dire les parties de vous-même que vous avez rejetées, niées ou refoulées. Toutes ces émotions désagréables que vous avez évitées, comme la colère, la tristesse, la peur, l'envie ou la honte, ont soudainement la possibilité de remonter à la surface. La plupart des gens trouvent cela terrifiant. L'ego conscient, qui aime entretenir une image positive de soi, résiste à reconnaître ces aspects plus sombres de la personnalité. Nous préférons rester occupés, rester sociables, rester distraits plutôt que d'affronter la complexité de notre monde intérieur. Mais la solitude supprime ces voies de fuite. Voici le paradoxe que Jung avait si bien compris. Ce que nous craignons le plus, notre ombre, est aussi la clé de notre libération. Lorsque vous cessez enfin de fuir ces émotions désagréables et que vous apprenez à dialoguer avec elles, quelque chose de magique se produit. Cette colère refoulée peut révéler votre besoin de meilleures limites. Cette profonde tristesse peut indiquer les domaines dans lesquels vous avez besoin de plus de compassion envers vous-même. Cette envie peut mettre en évidence un potentiel inutilisé qui attend d'être développé. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est une énergie non intégrée qui attend d'être transformée en créativité, en sagesse et en pouvoir authentique. Mais cette transformation ne peut se produire que dans le creuset de la solitude, où vous n'avez d'autre choix que de vous confronter honnêtement à vous-même. Considérez la solitude comme une sorte d'alchimie psychologique. Tout comme les alchimistes médiévaux croyaient pouvoir transformer les métaux vils en or, Jung voyait la solitude comme un processus qui transforme la souffrance psychologique en or spirituel. La personne qui émerge d'une période de solitude authentique est fondamentalement différente de celle qu'elle était auparavant. Elle a appris à se sentir à l'aise avec elle-même. Elle a développé une source interne de validation qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Elle a fait la paix avec son ombre et intégré son énergie dans sa personnalité consciente. Plus importante encore, elle a découvert qu'elle n'est jamais vraiment seule, car elle s'est connectée à ce que Jung appelait le soi, l'essence spirituelle profonde qui transcende l'ego. Cette transformation a des implications profondes pour les relations futures. Avant ce processus, beaucoup de gens nouent des amitiés par besoin inconscient, par peur de l'abandon ou par désir de combler un vide intérieur. Ces relations ont tendance à être codépendantes, superficielles ou fondées sur un évitement mutuel des vérités profondes. Mais après avoir accompli le travail intérieur que la solitude exige, l'approche des relations change complètement. On ne cherche plus d'amis pour se compléter ou se valider. Au contraire,
On est attiré par des relations qui favorisent la croissance, encouragent l'authenticité et célèbrent toute la richesse de l'expérience humaine. C'est pourquoi Jung a observé que les amitiés les plus profondes naissent souvent après des périodes de solitude. Lorsque vous n'êtes plus désespérément en quête de relations, vous devenez magnétique pour les autres qui ont également fait leur travail intérieur. Vous attirez des personnes qui résonnent avec votre authenticité plutôt qu'avec vos performances. L'ironie est belle. En apprenant à être seul, vous devenez capable d'être véritablement avec les autres. En affrontant votre propre obscurité, vous devenez un espace sûr où les autres peuvent explorer la leur. En développant votre intégrité intérieure, vous n'avez plus besoin de relations pour vous sentir complet, vous les choisissez pour partager votre plénitude. Parlons de la dimension spirituelle de la solitude, car c'est là que les idées de Jung deviennent vraiment révolutionnaires. Dans notre culture séculière et matérialiste, nous oublions souvent que la solitude a été considérée comme sacrée dans pratiquement toutes les traditions spirituelles à travers l'histoire. Moïse a passé 40 jours seul sur le mont Sinaï avant de recevoir les 10 commandements. Bouddha a atteint l'illumination après des années de méditation solitaire. Jésus s'est retiré dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Ce n'étaient pas des accidents ou des signes de dysfonctionnement social, mais des préparatifs nécessaires à l'éveil spirituel. Jung comprenait que la solitude créait les conditions de ce qu'il appelait une expérience religieuse, pas forcément liée à une religion en particulier, mais une rencontre avec la dimension sacrée de l'existence. Quand le bruit de la vie extérieure s'apaise enfin, tu peux entendre des voix plus subtiles, la voix de ton intuition, de ta créativité, de ta sagesse la plus profonde. Beaucoup de personnes, qui traversent de longues périodes sans amis, rapportent des expériences qui semblent presque mystiques, des rêves vivants remplis de conseils symboliques, des synchronicités qui semblent leur indiquer une direction, le sentiment d'être soutenus ou guidés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ce ne sont pas des signes de maladie mentale, mais des indicateurs que la psyché s'ouvre à des dimensions transpersonnelles de l'expérience. Jung appelait cela la fonction transcendante, c'est-à-dire la capacité de la psyché à faire le pont entre le conscient et l'inconscient, le personnel et l'universel, l'humain et le divin. Cette fonction émerge souvent pendant les périodes d'isolement, lorsque vous êtes obligé de trouver un sens et une compagnie au-delà du domaine purement humain. Cela ne signifie pas devenir antisocial ou rejeter les relations humaines. Cela signifie plutôt développer une relation avec le sacré qui vous rend moins dépendant de la validation externe pour votre sentiment de valeur et votre raison d'être. Vous découvrez que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que votre personnalité et vos problèmes individuels. La solitude, qui semblait autrefois être une punition, commence à être perçue comme une préparation. Vous réalisez que vous n'étiez pas rejeté par la vie, mais que vous étiez préparé à un engagement plus profond avec elle. L'absence de relations superficielles a créé un espace pour une connexion avec l'Éternel. Maintenant, abordons le sujet qui fâche. Si la solitude peut être si transformatrice et si précieuse sur le plan spirituel, pourquoi est-elle si douloureuse? Pourquoi la rejetons-nous instinctivement si elle est censée être bonne pour nous? Jung dirait que cette résistance provient de la peur de la dissolution de l'ego. L'ego, notre sentiment d'individualité, se nourrit de la validation externe et du positionnement social. Lorsque ces soutiens disparaissent, l'ego le vit comme une sorte de mort, et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe. La mort d'un faux moi qui était construit sur les attentes et l'approbation des autres. Mais dans le domaine psychologique, la mort précède toujours la renaissance. Ceux qui meurent, ce n'est pas votre moi essentiel, mais les masques et les personnages que vous avez endossés pour vous intégrer aux autres.
Ce processus est nécessairement douloureux, car il implique de faire le deuil d'identités qui ne servent plus votre développement authentique. La douleur de la solitude est également liée à ce que Jung appelait la blessure collective, l'expérience humaine universelle de la séparation d'avec notre intégrité originelle. Chaque individu porte cette blessure, mais la plupart des gens évitent de la ressentir en restant occupés, connectés, distraits. La solitude supprime ces tampons et vous oblige à ressentir tout le poids de l'isolement existentiel humain. Pourtant, c'est précisément ce qui rend la guérison si profonde. Lorsque vous parvenez à accepter cette solitude fondamentale sans chercher à y échapper, quelque chose change. Vous cessez de fuir votre propre humanité et commencez à l'accepter. Vous réalisez que cette blessure n'est pas un défaut personnel, mais une condition universelle qui vous relie à tous les autres êtres humains qui ont jamais vécu. La solitude devient une porte d'accès à la compassion, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui sont confrontés aux défis fondamentaux de l'existence humaine. Vous comprenez que nous sommes tous fondamentalement seuls d'une certaine manière. Et cette compréhension devient le fondement d'une empathie et d'une connexion beaucoup plus profonde. Mais voici le point crucial que Jung voudrait que nous comprenions. Ce processus de transformation psychologique par la solitude n'est pas quelque chose que l'on peut précipiter ou fabriquer. Il doit être vécu, expérimenté et intégré au fil du temps. Il n'y a pas de raccourci vers la plénitude, pas de technique qui permette de contourner le processus parfois douloureux qui consiste à affronter son ombre et à développer une relation authentique avec soi-même. Ce que vous pouvez faire, c'est changer votre relation à cette expérience. Au lieu de considérer la solitude comme la preuve que quelque chose ne va pas chez vous, vous pouvez commencer à la reconnaître comme la preuve que quelque chose essaye de s'arranger. Au lieu d'essayer désespérément de lui échapper, vous pouvez apprendre à écouter ce qu'elle essaie de vous enseigner. Cela nécessite un changement fondamental de perspective. Notre culture nous enseigne que l'inconfort doit être évité à tout prix, que le bonheur signifie se sentir bien tout le temps. Mais Jung a compris que la croissance psychologique se produit précisément dans les espaces d'inconfort, d'incertitude et de vide apparent. La personne qui a appris et a apprivoisé sa solitude, à la considérer comme un professeur plutôt que comme un ennemi, développe une sorte de force psychologique qui ne peut être ébranlée par les circonstances extérieures. Elle sait qu'elle peut survivre à sa propre compagnie. Elle sait qu'elle porte en elle tout ce dont elle a besoin pour trouver un sens et un but à sa vie. Cette sécurité intérieure transforme complètement leur façon d'être dans le monde. Ils ne recherchent plus les relations par désespoir, mais par choix. Ils n'ont plus peur du rejet, car ils ont compris que leur valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Ils peuvent être seuls, sans se sentir seuls, et connectés sans se perdre eux-mêmes. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un qui se retrouve sans amis? Tout d'abord, cela signifie résister au message culturel selon lequel il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Votre situation sociale reflète peu être des processus psychologiques plus profonds qui sont en réalité tout à fait sains et nécessaires à votre développement. Deuxièmement, cela signifie s'intéresser à ce que votre solitude essaie de vous dire. Y a-t-il des aspects de vous-même que vous avez évités? Y a-t-il des blessures qui nécessitent votre attention? Y a-t-il des potentiels créatifs ou spirituels qui sont restés en sommeil parce que vous étiez trop occupé à maintenir les apparences sociales? Troisièmement, cela signifie développer des pratiques qui vous aident à vous lier d'amitié avec vous-même pendant ce processus. Cela peut inclure la tenue d'un journal pour dialoguer avec votre monde intérieur, la méditation pour développer votre confort avec le silence, l'expression créative pour donner la parole à des parties de vous-même
qui ont été réprimés, ou le travail sur les rêves pour accéder à la sagesse de votre inconscient. Plus important encore, cela signifie croire que cette phase de votre vie a un sens et un but, même si vous ne le voyez pas encore clairement. Jung a passé des années à étudier le développement psychologique de centaines d'individus, et il a constamment constaté que les périodes les plus transformatrices étaient souvent les plus difficiles. L'absence d'amis pourrait créer les conditions idéales dont votre âme a besoin pour découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà de tout conditionnement social et de votre désir de plaire aux autres. Elle pourrait vous préparer à des relations plus profondes, plus authentiques et plus enrichissantes que tout ce que vous avez connu auparavant. Mais avant cela, vous devez être prêt à traverser ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme. Vous devez être prêt à accepter l'incertitude, à affronter vos peurs, à dialoguer avec votre ombre et à découvrir que vous êtes beaucoup plus résilient et complet que vous ne l'auriez jamais imaginé. N'oubliez pas que Jung lui-même a traversé de longues périodes d'isolement et de bouleversements psychologiques. Certaines de ses idées les plus importantes lui sont venues pendant ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient, une période où il se sentait coupé du monde social et professionnel normal. Il a plus tard décrit cette période comme l'expérience la plus importante de sa vie, car elle lui a appris à faire confiance à la sagesse de la psyché, même lorsqu'elle le conduisait en territoire inconnu. Votre solitude pourrait avoir la même fonction. C'est peu être la façon dont votre psyché vous dit « il est temps d'arrêter de vivre selon les attentes des autres et de commencer à découvrir votre propre chemin authentique ». Ce chemin peut être solitaire au début, mais il mène à une forme de connexion avec vous-même et finalement avec les autres que la plupart des gens ne connaissent jamais. La personne qui émerge de ce voyage ne cherche plus d'amis pour combler un vide, mais pour partager une abondance. Elle n'a plus peur de la solitude, car elle a appris que c'est là que réside sa sagesse la plus profonde. Elle comprend que la relation la plus importante qu'elle aura jamais est celle qu'elle entretient avec elle-même, et que c'est à partir de cette base que toutes les autres relations deviennent possibles. Si vous vous retrouvez sans amis, considérez cela comme une invitation plutôt que comme une condamnation. Une invitation à découvrir des aspects de vous-même qui attendaient dans les coulisses. Une invitation à développer une force intérieure qui ne peut être ébranlée par les circonstances extérieures. Une invitation à vous connecter à la dimension sacrée de votre propre existence. Votre solitude n'est pas un bug dans le système, c'est une fonctionnalité. C'est la manière dont votre psyché crée les conditions exactes dont vous avez besoin pour devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. Faites confiance au processus, même s'il est inconfortable. La personne que vous êtes en train de devenir vaut bien le voyage à travers l'isolement temporaire. Et n'oubliez pas que c'est temporaire. Les personnes qui font ce travail intérieur constatent souvent qu'elles attirent ensuite des relations d'un tout autre genre. Elles deviennent des aimants pour d'autres personnes qui apprécient l'authenticité, la profondeur et les relations sincères. Leur volonté d'affronter leur propre part d'ombre en fait des espaces sûrs où d'autres peuvent faire de même. L'absence d'amis aujourd'hui vous prépare peu, être à des amitiés futures qui nourriront votre âme d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Mais avant tout, vous devez devenir ami avec vous-même. Et parfois, cela nécessite de marcher seul pendant un certain temps à travers le paysage de votre propre psyché, en ayant confiance que chaque pas vous rapproche de chez vous.